m'a demandé de retracer mon parcours de recherche en éclairant des analyses de mon champ scientifique. Donc, je ne savais pas exactement quoi faire, donc j'ai regardé les enregistrements des conférences de ce cycle et j'ai vu que plusieurs conférencières ont commencé leur exposé en expliquant qu'elles se sont rendues compte que l'exercice qu'on leur demandé à faire est difficile. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait mon avis, parce que moi, je ne pense pas que c'est un exercice difficile. Je pense que c'est une mission impossible. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Bon, ok. Et la raison était que moi, j'ai été socialisée dans une approche qu'on appelle les études sociales et culturelles de la science et qui a émergé dans les années 70 comme une réaction à une vision qui a présenté la science avec un grand S, une approche uniforme et monolithique. Alors, traditionnellement, la science a été décrite comme une activité conduite par les grands hommes, et quelques femmes quand même, très peu, mais quelques-unes, et avant tout Marie Curie, puis Sofia Kovalevskaya, Lisa Meitner, évidemment, Émilie du Châtelet. Mais ces grands scientifiques étaient décrits comme des individus dotés d'un cerveau exceptionnel et qui ont réussi à pénétrer les secrets de la nature et à découvrir ses lois. Donc on en a les lois de Newton, les lois de Boyle, les lois d'Avogadro, etc. Et cette vision de la science est illustrée par la statue d'Ernest Barrias, La nature se dévoile devant la science. Alors voilà la nature qui se dévoile devant la science. Pour ceux qui ne la connaissent pas, et la nature se dévoile devant la science, l'original, elle était destiné pour le musée de Bordeaux. L'original est aujourd'hui au musée d'Orsay, mais on a une copie excellente juste en face, à l'entrée de la bibliothèque interuniversitaire de la médecine. Donc ceux d'entre vous qui sont intéressés peuvent faire un saut et de l'autre côté de la rue et admirer comment la nature se dévoile devant la science. Et bon, je pense que c'est une image qui résume très bien une certaine vision des rapports évidemment genrés entre la science et la nature. Alors, les études sociales et culturelles de la science se sont constituées comme une réaction contre une telle vision de la science. Les chercheurs qui adhèrent aux idées développées par ce courant refusent la vision de la science comme une pratique partiellement rationnelle, neutre, objective, guidée par une méthode scientifique unique et qui est valable partout. Il affirme qu'il n'y a pas une seule science, mais de multiples pratiques qui sont utilisées par les scientifiques. Et de telles pratiques sont toujours situées et souvent sont fragmentées et hétérogènes. Or, venant d'une telle tradition, il m'est difficile de proposer une version cohérente et logique de mon propre parcours de recherche. Ce que je peux au mieux vous présenter, c'est des fragments de tels parcours et tels que je les perçois aujourd'hui et ici. Donc, d'autre part, je suis conviée ici pour discuter de mes recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Dans mon trajectoire de chercheuse, je suis venue relativement tard à ce sujet. J'ai publié un petit texte sur le genre dans l'histoire sociale et culturelle de la science en 1995, mais ce texte a résumé l'état des études sur ce thème à l'étranger. J'ai commencé de faire mes recherches propres sur ce sujet quelques années plus tard. Donc je dis parfois à mes collègues et des amis que j'ai découvert les études de genre sur le tard. Et j'ai entendu souvent la réaction, mais c'est pas vrai. Tu as été toujours féministe et intéressée par le genre. C'est à la fois vrai et faux. Oui, j'étais féministe depuis toujours, puisque j'étais toujours convaincue que les femmes sont égales aux hommes. Ma mère, qui pourtant ne se considérait nullement pas féministe et qui a appartenu à un milieu social relativement modeste, m'a fréquemment répété que je dois faire des études et avoir une bonne profession, pour deux raisons. D'autre part, parce qu'on ne peut pas compter sur les hommes. Et une femme qui dépend de son conjoint risque d'être abandonnée avec ses enfants et reste sans moyen de vivre. J'ai hâte à dire que ma mère ne disait pas ça de son expérience personnelle. D'autre part, parce que les femmes sont souvent discriminées. Le message que, pour réussir, ma mère m'a expliqué, une femme doit être bien meilleure qu'un homme. Et le message que j'ai reçu depuis mon enfance, c'était « Oui, tu peux t'arriver, mais il faudra se battre. »
En outre, depuis mon adolescence, j'ai eu de nombreuses lectures féministes, y compris les travaux sur le genre et sciences produits à partir des années 1970. Toutefois, le féminisme était pour moi une conviction personnelle, qui était détachée de ma activité de recherche et de mon activité militante, qui à l'époque portait sur des questions telles que les droits des Palestiniens ou soutien à l'opposition de gauche dans le pays de l'Est. Mes recherches scientifiques n'avaient pas grand-chose à voir avec le sexe ou le genre. Et ceci a continué d'être vrai lors de mon passage de la science à l'histoire des sciences. À cette époque, et c'était au milieu des années 80, une collègue nord-américaine m'a conseillé de travailler sur les questions liées au genre et au sexe, puisque c'est un sujet à la mode, et qui peut être donc bon pour ma carrière. Je n'étais jamais particulièrement intéressée à suivre les recherches qui peuvent avancer ma carrière. J'ai trouvé l'idée de choisir de travailler sur le genre pour améliorer mon statut professionnel à la fois dépourvu d'intérêt et de déplacé. En outre, pendant longtemps, j'ai perçu l'égalité entre les sexes comme un élément qui était déconnecté de ma propre expérience. J'ai attribué les difficultés que j'ai eues dans ma vie professionnelle au fait que j'étais étrangère. Je n'étais pas formée dans le système d'éducation français, je n'avais pas passé de concours, et pire encore, et je ne parlais français avec un accent. Et ça, c'est un avantage de taille dans un pays dans lequel parler mal le français, c'est d'être un mauvais français. Alors, parmi mes nombreuses imperfections, j'ai une très mauvaise oreille. Je chante vraiment très fort. Et bien que j'ai appris pas mal de langues étrangères, je les parle tous avec un accent. Donc, j'ai pensé qu'il s'agit d'un problème relativement mineur. Donc, c'est plutôt déconcertant quand on veut chanter une berceuse à un enfant, d'entendre « Maman, arrête, tu chantes fort !» Mais bon, c'est pas un drame de mettre une cassette. Donc, j'ai découvert, par contre, qu'avoir une mauvaise oreille, c'est un obstacle de taille pour ma vie personnelle et professionnelle en France. Et qu'il s'agit, dans une grande mesure, d'une spécificité française. En Grande-Bretagne, pourtant un pays qui ne manque pas ni de snobs ni de racistes, mon mauvais accent anglais est beaucoup moins problématique. Je vous assure, c'est pas mieux. Et quand je me demande de l'autre côté de la Manche, « Madame, d'où venez-vous ?» La personne qui pose cette question ne veut pas me remettre à ma place. Elle est vraiment curieuse de mes origines. Donc, dans les années 90, par contre, je me suis graduellement rendu compte de l'importance des variables genre, y compris pour mes recherches. Et je me suis de plus en plus focalisée, pas particulièrement dans les années 2000, sur les recherches qui s'intéressent à des intersections entre genre et biomédecine. J'ai fini par changer radicalement d'avis sur l'intérêt des recherches des relations entre l'histoire de la biomédecine et les études de genre. La collègue nord-américaine qui m'a conseillé de suivre cette piste a eu tort. Les études sur genre des sciences ne sont pas vraiment la voie royale de faire une carrière universitaire en France. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne. Alors, ce que je vais faire, je vais montrer quelques images qui représentent les jalons dans mon cheminement vers la recherche personnelle, vers cheminement vers genre et biomédecine, y compris personnelle, puis les images qui illustrent mes recherches sur le sujet. Mais il s'agit, et je le souligne de nouveau, d'un choix qui est incomplet, fragmenté et dans une très grande mesure arbitraire. Bon, disons, c'est en gros ce que je ressens aujourd'hui. Alors ça, c'est mon première image. Ça, c'est moi, à l'âge d'1 an et demi à peu près. Bon, est-ce que je voulais montrer? Non, j'étais née en Pologne. Et c'était ça qui était intéressant. C'est pas l'intéressant, le bébé se ressemble tout en gros. Mais ce qui était intéressant, que je voulais dire que j'avais quand même un visage qui n'était pas celui d'un petit enfant polonais typique. C'était tous des petits blondes avec des cheveux, des yeux bleus et des cheveux de teint clair. Moi, j'avais le teint foncé, les cheveux très frisés. Ça faisait pas vraiment petit polonais. Alors, cette période, l'époque était, la Pologne,
dans les années 50, c'était tout, sauf un pays multiculturel et multinational. Alors bon, c'était très homogène. Et bon, donc effectivement, j'attirais l'attention par ma différence. Et c'était vrai aussi, il n'y avait déjà pas beaucoup de juifs qui sont restés en Pologne après la guerre, mais c'était vrai aussi pour les autres enfants juifs. Moi, j'avais un visage particulièrement marqué. Comme à l'époque, disaient les amis de mes parents, il n'y a vraiment aucune chance que je puisse passer pour une Polonaise de souche. Donc, un pays qui était quand même marqué par l'antisémitisme, j'étais exposée très tôt au fait que qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une différence. Bon. L'image suivante, c'est toujours moi. Là, j'ai 5 ans et demi, c'est le manif du 1er mai. Bon, et c'est le petit garçon, c'est un fils des amis de mes parents et sa mère, des petits garçons, je ne me souviens pas son nom. Et à l'époque, c'était la manifestation, c'était la Pologne communiste, la participation à la manifestation de 1er mai était plus ou moins obligatoire avec tous les gens qui travaillaient. Ce n'était pas obligatoire pour les enfants, mais comme il n'y avait pas de gardes-enfants, on les prenait avec. Et comme vous voyez, je n'ai pas l'air d'être très enthousiaste, mais bon, peut-être, je ne me souviens pas, peut-être ce n'était pas si mal que ça. Mais ce que je voulais montrer par ça, que la Pologne des années 50, c'était un endroit où la politique était extrêmement présente. Elle était présente pas uniquement parce que je suis allée à une manif de 1er mai, mais parce que c'était une période de grand, exactement à cette période-là, c'est une période de grand bouleversement politique. En 1955, il y avait des grèves en Pologne. Il y avait un poème qui a fait énormément de bruit. C'est un poète qui s'appelait Adam Wajek, qui a appelé un poème qui s'appelle Poème pour les adultes, qui a dénoncé violemment le méfait du système. Il était d'ailleurs publié officiellement, mais la revue l'a publié, a été rapidement retirée de circulation. Il y avait des copies samizdat qui ont circulé partout. Après, en 1956, en février, c'était le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. De nouveau, les copies des rapports Khrouchtchev ont circulé partout. Et en Pologne, en automne 1956, il y avait Władysław Gomułka, un ex-opposant qui arrivait au pouvoir et qui avait une certaine libéralisation du régime. Et en même temps, il y avait une campagne antisémite parce que les gens accusaient les communistes qui étaient dans les partis. Évidemment, les partis, il n'y avait pas le communisme, il n'y avait pas que les juifs, mais il y avait quelques juifs et que ces juifs-là étaient désignés comme responsables de tous les maux du régime précédent. Donc, il y avait une campagne antisémite, mais il y avait aussi la certaine libéralisation, ouverture des frontières. Et mes parents ont décidé d'immigrer en Israël à cette période. C'était le cas de beaucoup de leurs amis aussi. Donc, je suis arrivée comme jeune enfant en Israël. Bon, voilà. Et tout baignant déjà en politique. Bon, ça, c'est la troisième image qui est toujours de ma vie personnelle. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est Ariel Sharon, jeune. Ça, c'est Moshe Dayan, jeune. Ça, c'est une... Bon, c'est la photo des années... était prise en 1953. Et c'est une photo d'une unité spéciale de l'armée israélienne qu'il appelle Unité 101. Cette Unité 101 était responsable de faire des actions de représailles contre l'infiltration de Fedayoun des Palestiniens au territoire d'Israël. Alors, les Fedayoun, bon, c'est un peu les gens qui ne connaissent pas les histoires d'Israël. Après, bon, il y avait les Palestiniens qui étaient expulsés d'Israël. Et leur village était occupé par les Israéliens. Et puis il était de l'autre côté des frontières, notamment en Égypte, en Cisjordanie, il y avait qui sont infiltrés pour retrouver leurs anciennes maisons et faisaient des actions de sabotage dans les maisons, dans le village où il était pris. Donc l'armée israélienne a fondé cette unité spéciale qui était secrète, qui était, officiellement n'existait pas, au moins n'existait, et qui faisait des actions de représailles, notamment contre les civils de l'autre côté des frontières. Ça veut dire que c'était un peu la guerre. C'était une guérilla contre guérilla, mais une guerre vraiment très sale, avec beaucoup de répression contre les civils.
Pourquoi je parle de cette unité? Parce que dans les années 70, je faisais mon service militaire en Israël. Je me retrouvais à Gaza. Mon commandant était Ariel Sharon, qui était à l'époque plus âgé que ça. Lui, il était le premier commandant de cette unité. Et ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Et à l'époque, Ariel Sharon a pacifié les Gaza. Moi, ce que je faisais à Gaza, j'étais responsable d'un laboratoire d'hématologie. J'ai combattu les maladies d'enfants, principalement la leucémie. C'était assez stressant parce qu'aux années 70, encore le taux de guérison de leucémie d'enfants n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc on avait beaucoup de cas difficiles, mais bon, en gros, c'était un travail parfaitement pacifique. Mais par contre, ce qui s'est passé hors des cliniques, ce n'était pas pacifique du tout, parce que c'était pacification, autre chose. Et j'étais assez choquée par ce que j'ai vu. Et à l'époque, en discutant j'étais choquée parce que j'avais à l'époque une attitude j'étais très jeune, j'avais une attitude assez critique envers le gouvernement d'Israël, mais par contre, il y avait un mythe très fort en Israël que l'armée est propre, que l'armée est beaucoup plus morale, que ce sont des démarches qui sont toujours éthiques, etc. Alors là, comme mes collègues me commençaient à me raconter, mais tu sais quel était le passé de Sharon, et tu sais ce qu'il a fait dans les années 50, etc., j'avais du mal à croire. Et aujourd'hui, on peut trouver des choses sur l'unité 100, il y avait des livres publiés et tout. À l'époque, en Israël, évidemment, c'était ultra secret. Officiellement, il n'y avait rien. Mais j'avais une copine qui m'a donné un faux certificat pour aller dans les archives des armées. Et je suis allée dans les archives où je regardais, pas les archives secrètes, c'était les archives semi-ouvertes, mais c'est des archives de journaux des unités. Et je retrouvais des vieux journaux et des bulletins des unités 101 et des autres unités pareilles. Et je me suis rendu compte que ce qu'on m'a raconté était vrai. Donc, je me suis rendu compte que l'armée israélienne n'était pas ce que je pensais, mais je me suis rendu aussi compte que les archives, ça peut être très important. Bon, je passe sur la chose suivante. Ça, c'est comment je suis arrivée. Bon, j'étais scientifique, je suis revenue, j'ai fait mon premier cycle en Israël. Après, j'ai eu une bourse d'études pour faire ma maîtrise ici en France. J'ai fait ma maîtrise de thèse à l'Institut Pasteur. J'ai travaillé en immunologie, j'étais une chercheuse, j'ai travaillé avec ça, les souris. C'est une souris de lignée pure, le C57 Black, c'est une souris très connue. Je faisais ma thèse sur ces bêtes. Et bon, j'étais toujours intéressée par l'histoire et par la politique, mais ça restait un peu comme ça, l'intérêt général. Et pendant mon postdoc, je faisais mon stage postdoctoral, j'étais confrontée pour la première fois avec un travail clinique, parce que ma thèse était sur la recherche fondamentale. Et j'ai travaillé, on m'a donné une tâche de construire un modèle souris d'une maladie qui s'appelle la maladie de Berger. C'est une maladie assez rare liée au tabagisme, assez horrible d'ailleurs. Les gens ont des gangrènes des organes qui sont amputés parfois des pieds, des mains, c'est assez atroce. Et on m'a demandé de modéliser cette maladie chez la souris. Donc j'ai fait ça. Mais quand j'ai commencé à travailler, là j'ai travaillé avec des cliniciens, on avait des réunions chaque semaine avec des cliniciens, on a discuté les modèles. Et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas dans le sens que le modèle souris, pour moi, n'était pas vraiment représentatif de la maladie humaine. Alors moi, mais les gens qui ont travaillé avec ça, mais quel est le problème? On a publié plein d'articles et tout allait très bien. Mais je n'étais toujours pas contente. Je trouvais que le passage de souris à l'homme n'était absolument pas évident. Donc j'avais quelques amis qui ont travaillé en philosophie des sciences, à l'époque pas l'histoire, mais la philo. Et j'ai dit, mais donnez-moi quelque chose à lire sur les problèmes de modélisation en sciences, parce que je n'y comprends pas grand-chose. Et ils m'ont filé des choses. À l'époque, c'était Popper, Feyerabad, Kuhn. Je trouvais ça très abstrait, ça ne me disait rien du tout. Et puis, une collègue qui m'a passé le livre de Ludwig Fleck, Genèse de développement d'un fait scientifique. Et d'un coup, j'avais une illumination. Je me suis dit, là, je comprends. Quelqu'un qui décrit la science pas comme un système abstrait, mais qui a décrit d'une vue de la paillasse, de vue de pratique de scientifique. Qu'est-ce que les gens font?
Donc, ça m'a beaucoup enthousiasmé. Je suis devenue vraiment accro. Et d'un coup, je me suis dit, et ça, c'est un livre, le livre de Fleck, pour ceux qui ne connaissent pas. Il raconte l'histoire de la réaction de Wassermann pour la détection de la syphilis. Donc, c'est un livre d'histoire de la science et de la médecine. Il utilise ce cas scientifique pour décrire, étudier comment la science se fait vraiment. Il a fait la science comme se fait bien avant que Bruno Latour l'a dit, et Bruno la reconnaît d'ailleurs, donc tout va bien. Alors voilà, ça c'est Ludwig Fleck, qui était juif polonais aussi, et ça c'est son photo de 55. Il est entouré de ses collaborateurs, donc beaucoup sont collaboratrices. Il est ni particulièrement progressiste, ni particulièrement féministe, mais il a poussé énormément de femmes. Il a s'occupé beaucoup de carrière de ses collaboratrices. Alors lui, c'était un immunologiste, comme moi, disons en gros, mais qui avait une carrière scientifique parfaitement correcte, bien que pas exceptionnelle. Mais en parallèle, il a développé un fort intérêt de ce qu'on appelait en Pologne la science de la science. Son livre de genèse et d'évolution d'un fait scientifique a été publié la première fois en allemand en 1935. D'ailleurs, en Suisse, pas en allemand pour des raisons évidentes. Et aujourd'hui, ce livre est considéré comme un ouvrage classique de la sociologie des sciences. Ça veut dire d'une certaine manière l'œuvre fondateur d'une approche sociologique à l'étude des sciences. Et la grande innovation de Fleck a été de prendre comme point de départ les pratiques des chercheurs et de tenter de comprendre comment ces pratiques, matérielles mais aussi sociales et littéraires, façonnent les entités qu'on appelle les faits scientifiques. Donc à travers cette étude de la réaction de Wassermann pour la détection de la syphilis, Fleck a produit une description très fine des processus de la production de connaissances scientifiques, leur stabilisation et leur diffusion. Et pour décrire les interactions entre la science et la société, Fleck a proposé une image que j'aime beaucoup, c'est d'une rivière qui fait son propre lit. Donc il s'agit d'une interaction dynamique dans laquelle la science, ça veut dire la rivière, qui est la science, influence et forme les lits, c'est-à-dire la société, et vice-versa. Donc, il n'y a pas de sens d'étudier la science séparément de société ou société séparément de la science. Il faut appréhender les rapports dynamiques et changeants entre ces deux entités. Donc, comme je suis enthousiasmée pour l'approche de Fleck, et comme j'ai eu le double avantage que je connais très bien sa discipline scientifique, parce que j'étais immunologiste aussi, et parler le polonais, donc pouvoir lire tous ces articles qui n'étaient pas connus par des autres gens, j'ai commencé à faire la recherche autour des travaux de Fleck. Et cet intérêt aussi, c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui m'a poussée à passer de la recherche en sciences, de recherche en histoire des sciences. Donc maintenant, je vais passer un tout petit peu plus autour de ce que je fais comme ma recherche autour de l'histoire des sciences. Ça, je vous donnerai juste quelques jalons. Là, c'est une recherche sur la fièvre jaune au Brésil, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de ce qu'on appelle les disciplines pastoriales, parmi d'autres. Ça veut dire l'immunologie, la bactériologie, la virologie, la santé publique, la médecine tropicale. Donc, là, c'est un exemple de mes recherches qui est sur le service de la fièvre jaune au Brésil dans les années 1930. Ça, c'est un inspecteur de la service de fièvre jaune en train de regarder, inspecter une cuisine. Donc ça, c'est effectivement, c'est le problème que l'inspection est rentrée dans la maison et dans l'intimité de la maison, y compris des chambres à coucher. La tâche de ces inspecteurs était de chercher les larves de moustiques, Stegomyia, qui sont les vecteurs de la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est une maladie assez difficile. Le problème était, on ne pourrait pas éliminer la maladie sans éliminer les larves de moustiques. Et le problème, c'est que ces larves de moustiques peuvent se multiplier dans tout petit récipient d'eau. Ça suffit un pneu creux avec un peu d'eau. Oui.
récipients pour garder d'eau. Le Brésil, c'est un pays tropical, parfois il y a une sécheresse, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc, les inspecteurs, les devoirs de chaque maison, il y avait une loi qui est passée dans les années 30, à l'époque, c'est une semi-dictature au Brésil, dictature de Vargas. Il y avait une loi qui a passé que chaque occupant de la maison est responsable d'éliminer les larves sur les prémices. Et si l'inspecteur en passait voir s'il y a les larves, s'il y avait une donnée, il pouvait imposer une amende. S'il trouvait plus qu'une fois, deuxième fois les larves, l'amende est devenue plus importante. En plus, parfois, il n'a pas apporté les images, mais s'il trouvait par exemple les larves dans un récipient de l'eau potable, il versait de la kérosène dans le récipient, en rendant le récipient inutilisable, ou ici les pots de cuisine inutilisables, ce qui pour les gens qui sont pauvres, c'est pas absolument évident de perdre des récipients céramiques. Donc effectivement, donc la surveillance, donc j'ai travaillé sur le problème de surveillance de population par ce service de fièvre jaune qui était inspiré par la fondation dirigé à l'époque par la fondation Rockefeller aux États-Unis, et c'était un service quasi militaire. Il y avait des grades, il y avait des uniformes, il y avait des drapeaux, il y avait une discipline. Mais, donc on peut dire que c'est quelque chose quand même qui était assez répressif. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en 1945, le service de fièvre jaune a passé des Américains. Je te le recule un tout petit peu, excuse-moi. Et le service de fièvre jaune a passé des contrôles nord-américains au contrôle brésilien. Et à l'époque, il y avait un certain relâchement justement de la discipline. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la présence sur tous les territoires. Donc ça veut dire que cette histoire de surveillance rigide, c'est devenu un peu moins rigide. Mais par contre, il avait une infrastructure de santé publique qui servait comme fondement de l'infrastructure qui existe aujourd'hui, et qui permettait des choses qui sont plutôt bonnes, comme par exemple avoir une bonne couverture vaccinale. Bon, je passe des recherches générales à ce que je passais plus dans les recherches sur le genre. Alors voilà, ça c'est une hermaphrodite, ça c'est une image qui était prise en 1914. Ça, cet individu qui s'appelait KW, c'est le monsieur K, et était un sujet d'étude. Il était étudié par Antoine Lacassagne, qui est d'ailleurs le fils d'Alexandre Lacassagne, pour ceux qui connaissent. Mais Antoine Lacassagne, c'est le deuxième directeur de l'Institut Curie, un monsieur très connu pour ses recherches sur les cancers. Mais il a commencé sa carrière comme chercheur sur les glandes sexuelles. D'ailleurs, ses recherches sur les cancers, après, c'était recherches sur les hormones et cancers, donc c'était lié. Et le cas de ce jeune homme, c'était un cas assez intéressant. Et il était considéré, il était un jeune homme, il n'avait pas de doute. Il dit qu'à sa naissance, il avait un petit flottement de son sexe, puis la sage-femme a décidé que c'est un garçon. Et après, il était considéré comme un garçon, mais qui avait les organes sexuels sous-développés. Mais il n'a jamais aucun doute sur ce genre, ni lui, ni son entourage. Mais à un certain moment, il a eu quand même des saignements périodiques de son pénis, donc c'était quand même un peu gênant. Et là, il était à l'âge de 28 ans. Il a commencé à avoir des douleurs dans le ventre, il était de plus en plus gêné par les saignements. Il s'est adressé à son médecin, qui lui a dit, bon, on va faire une chirurgie exploratoire. Ils ont fait une chirurgie exploratoire, ils ont trouvé qu'il avait une ovotestis. Ça veut dire une glande mixte qui avait partiellement une ovaire et partiellement une testicule. Et c'était une ovotestis vraie parce qu'il produisait des ovocytes fonctionnels et des spermatozoïdes fonctionnels. Bon, manque de peau. Et Lacassagne, comme il était un expert des glandes sexuelles, il était appelé pour faire des analyses histologiques et fonctionnelles de cette glande. Manque de peau, ça c'était août 1914, la période n'était pas très bonne. Il était mobilisé tout de suite après, donc il n'a pas fait les analyses histologiques seulement à son retour en 1919. Bon, et ce qui est intéressant dans ce cas, et puis il a effectivement pu publier, il était le cas assez célèbre parce que l'hermaphrodite vrai, c'est assez rare. Ce qui est intéressant dans ce cas, que ce monsieur K, semble-t-il, avait une vie
en dehors du fait qu'il avait des organes sexuels, comme il disait, sous-développés, il avait une vie qui semblait parfaitement normale. Il était employé, il travaillait dans l'administration de mairie de Paris, il avait des amis, il faisait des sports, il a dit qu'il était attiré par les femmes et qu'il n'a jamais eu de vrai rapport sexuel avec une femme, mais visiblement ça ne lui gênait pas trop. Son médecin le décrit comme quelqu'un qui était assez heureux. Donc ça c'est assez intéressant parce que visiblement, au début du siècle, être hermaphrodite, ce n'était pas un obstacle particulier d'avoir une vie correcte, et sans sexualité génitale, mais tout le reste marchait bien. Pour utiliser le langage de l'activiste du mouvement des droits des handicapés aujourd'hui, Monsieur K avait une déficience physiologique. Mais la société dans laquelle il vivait n'a pas transformé cette déficience physiologique en un handicap majeur. Bon, ce qui aujourd'hui, dans une société hypersexualité comme nous vivons, sera probablement plus difficile. Bon, ça c'est une autre image qui est celle d'une autre recherche, qui est celle sur le traitement hormonal de la ménopause. Alors ça c'est une publicité pour le pré-marin, ça veut dire l'estrogène synthétique. Et les publicités viennent des États-Unis des années 60. Et elle dit évidemment les femmes adorent le pré-marin, ça veut dire adorent les hormones sexuelles de la ménopause. Et les maris aussi adorent le pré-marin. C'est-à-dire, ça c'est bon pour les femmes et bon pour les hommes. Bon voilà, c'est parfait. Alors le traitement hormonal de la ménopause, ce n'était pas une chose nouvelle. Un tel traitement a été développé à la fin des années 1930, mais il est devenu vraiment généralisé dans les années 60. Et à cette époque, beaucoup de médecins ont prescrit ce traitement aux femmes. Au départ, ça veut dire dans les années 30, il était prescrit seulement aux femmes qui se plaignaient, qui disaient qu'ils ont des symptômes de ménopause qui les gênent. Mais il y avait un passage dans les années 60 qu'on a commencé à généraliser ça et dire toute femme ménopausée est une femme castrée, elle perd ses hormones. Donc pour la rendre sa vitalité, son élan sexuel, sa jeunesse, vous voyez, etc., etc. Mais aussi pour conserver sa santé, il faut qu'elle prenne des hormones. La majorité des médecins étaient d'accord et beaucoup de femmes étaient très enthousiastes aussi. Mais déjà dans les années 70, certains féministes américains ont critiqué cette généralisation des traitements hormonaux de femmes ménopausées parce que pour certaines parmi elles, il s'agissait des plus grands expériments conduits jamais sur les femmes. Ils ont dit on donne des hormones aux femmes, on ne sait pas ce qu'on fait. Bon, finalement, sous la pression des femmes critiques, en 1990, le National Institute of Health aux États-Unis a décidé de faire une essai thérapeutique contrôlée des traitements hormonaux de la ménopause, qui à l'époque était utilisé par des dizaines de millions de femmes aux États-Unis et ailleurs. Et ils se sont rendus compte que ce traitement, effectivement, est nocif. Que tout ce qu'on a cru que c'est bon pour la santé des femmes, c'est pas vrai, c'est mauvais. Il s'agit de le traitement hormonal de la ménopause, c'est un vrai médicament, et comme tout médicament, il ne devrait pas être, c'est pas une élixir de jeunesse, il ne faut pas le donner sans des indications très précises, et s'il n'est pas nécessaire, il ne faut pas le donner. Donc ça, c'était une grande victoire, d'une certaine manière, des mouvements de santé des femmes aux États-Unis, longuement qui était décrié par les spécialistes comme des hystériques, des excessives, des anti-sciences, et que finalement ils ont réussi quand même à changer d'une manière radicale une pratique médicale répandue. Bon, le truc suivant, ça illustre des recherches sur les cancers, ça c'est une affiche brésilienne, et je la trouve particulièrement jolie, qui est tirée d'une affiche de propagande, et elle dit, le cancer qui attaque les femmes, évidemment, c'est le même masculin qui l'élimine, bon, ça va de soi. Ça, c'est pas exceptionnel. Historiquement, le cancer était considéré comme une maladie des femmes. Parce que les cancers des femmes, notamment, qui étaient les cancers les plus, sont très faciles à diagnostiquer. Les cancers qui sont fréquents, les cancers des seins, les cancers d'utérus, ont des symptômes très spécifiques, tandis que les cancers masculines ou unisexes, qui sont les cancers des organes internes, par exemple le cancer des poumons, à l'époque était rare, mais cancer d'estomac, disons, ou cancer de colonne, n'ont pas de symptômes spécifiques, donc on ne savait pas que les gens sont morts de cancer.
Et le nom même de cancer qui est hippocratique vient de description d'un cancer de sein qui commence d'un endroit et après, comme le crabe, on voit des tentacules dans tous les seins et mange la chair de la femme. Par ailleurs, cette description, c'est un cancer qui est peu virulent. Parce que si le cancer est virulent, on ne voit pas de tentacules, on voit la femme qui meurt des métastases. Bon, et pendant tout le XXe siècle, les propagandes pour le traitement précoce des cancers, les campagnes d'information étaient focalisées sur le cancer des femmes. Bon, après, évidemment, il y avait l'exception de campagne anti-tabagisme, mais ça, c'est autre chose. Mais les campagnes sur le cancer lui-même, et ça, c'était plus tard, ça, c'était à partir des années 60. Mais le cancer lui-même, c'était toujours le cancer des femmes, et c'est toujours les femmes qui étaient présentées à la fois les victimes et les responsables de leur cancer. Et ça, d'une certaine manière, c'est vrai aujourd'hui aussi. Si vous regardez la visibilité des cancers de prostate comparée à la visibilité des cancers de sein, la fréquence de deux cancers est à peu près équivalente. Regardez combien on voit les cancers de sein, disons, dans les médias, et combien on voit les cancers de prostate. Et c'est vrai aussi, cette chose qui m'intéressait, c'est pour la chirurgie préventive. Aujourd'hui, des femmes à risque élevé de cancer, pratiquement de risque génétique, mais pas uniquement, des cancers de sein, ou aussi des cancers d'utérus et d'ovaires, ont une ablation préventive des organes. À ma connaissance, il n'y a pas tellement de castration préventive des hommes. Donc ça veut dire que la castration existe, mais elle n'existe pas. Il y avait une tradition de castration masculine, mais ce n'était pas pour des raisons de santé. Donc, aujourd'hui aussi, je pense que cette idée de pourquoi les femmes qui sont d'accord d'avoir une ablation préventive, disons, de ces ovaires, qui est aujourd'hui assez fréquent pour les femmes à risque élevé de cancer de sein, d'ailleurs, pas d'ovaires, c'est pour les risques génétiques. Je pense que pour deux raisons. Un, ils disent souvent, parce que j'ai des enfants, je suis responsable. Je ne vois pas tellement les hommes se faire mutiler ou faire des choses comme ça, parce qu'ils ont des enfants. Et l'autre raison, parce qu'il y a quand même, il y a 150 ans de tradition d'enlèvement des ovaires des femmes pour le guérir de tas de maux féminins, y compris psychiatriques. Donc effectivement, on en a ce type de démarche s'inscrit de nouveau dans une certaine vision que je peux appeler genrée. Bon. Ça, c'est un autre aspect, c'est la recherche sur le contrôle de la fertilité. Alors, bon, nous savons tous que la contraception était développée dans les années 60 parce qu'il y avait le mouvement des femmes. Bon, pas vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas entièrement faux, mais pas vraiment vrai. Les recherches sur la contraception, il y avait des recherches sur ça dans les années entre les guerres, et même il y avait des moyens contraceptifs même avant. Une des choses qu'on a regardé beaucoup, ce qu'on appelle le contraceptif chimique. Parce que ce qui était le contraceptif idéal dans la période entre les guerres, c'est le diaphragme avec un spermicide, avec une crème une préparation qui tue des spermatides. Mais pour utiliser le diaphragme, la femme devrait avoir un médecin et puis elle devrait avoir une salle de bain. Bon, ce n'était pas très bon pour les pauvres. Donc, on a essayé de trouver des moyens simples, justement, une préparation chimique facile, suppositoire ou quelque chose comme ça, qu'on peut utiliser sans diaphragme, sans prescription, etc. Donc, il y avait des recherches sur ça dans les années 20 et 30, mais c'était des recherches qui étaient à la marge de respectabilité. Travailler sur la contraception, ça sentait un peu le souffle. Ça changeait complètement après la guerre. Et ça changeait complètement à cause de ça, à cause de peur d'explosion de la population. Les gens se sont rendus compte qu'à cause de deux choses, à cause de diffusion de vaccinations et à cause de diffusion des antibiotiques, la mortalité infantile dans le pays du Sud a diminué énormément. Mais ce qui n'a pas diminué, c'est la fertilité. Donc d'un coup, les familles avaient beaucoup d'enfants et ces enfants ont survécu. Alors le danger était évidemment, on va tous sombrer dans la guerre, dans la famine, c'est le danger du communisme, la civilisation occidentale va aller au diable. Et à l'époque, les experts démographes disaient tous que plus que 4 milliards de personnes, ça sera l'explosion totale. 5 milliards, n'en parlons pas. Je ne sais pas, vous savez bien, on est proche de 8. Mais à l'époque, tout le monde était convaincu que la Terre ne peut pas nourrir plus que 4 milliards de personnes. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Faire quoi? Trouver des moyens contraceptifs pour le tiers-monde. Et c'est ça qui donnait un stimulant à la fois
des campagnes de contrôle des populations qu'on appelait à l'époque planning familial pour ne pas enfoncer. À l'interne, c'était contrôle des populations, à l'externe, c'était du planning familial. Et il y avait des montagnes des experts, des conférences, etc., qui essayaient de diffuser des moyens contraceptifs entre les femmes du Sud. Bon, particulièrement en Asie. C'était un échec retentissant. Ça n'a jamais marché parce que ces experts avaient parlé de cibles. Il fallait avoir des cibles et les transformer en contracepteurs fidèles. Ils n'ont jamais remarqué que les cibles sont des femmes et que les femmes ont plusieurs problèmes comme discrimination, et inégalité, pauvreté, et qu'il faut s'adresser à ces problèmes si on veut parler aux femmes. Donc ça ne marchait pas sauf. Et malheureusement, sauf de pas mal des endroits où on faisait ça par la répression. Répression marchait. Propagande marchait zéro. Bon, je parle la dernière image sur ma science, qui est celle, j'essaierai de ne pas être trop longue, qui est celle sur le diagnostic prénatal. Alors ça, c'est une image que je pense beaucoup d'entre vous sont très familiers avec. C'est une échographie obstétricale, ça c'est un fœtus. Ce qui est intéressant par ce fœtus, qu'il n'est pas seulement un fœtus, c'est un fœtus mesuré. On lui fait plein de mesures et d'évaluations de comment il est. Alors, c'est une image qui est tellement banale aujourd'hui, je pense pour la plupart d'entre vous ont vu la première image de bébé, parfois on les encadre, les pères, futurs pères dans son portefeuille les premières photos de notre bébé, etc., etc. Donc, c'est comme ça devenu omniprésent. Ça fait oublier la nouveauté radicale de cette démarche qui rend le fœtus accessible au regard médical. Et ce n'est plus depuis qu'une quarantaine d'années qu'on peut observer le fœtus dans le ventre de la mère. Avant, le fœtus était un continent inconnu. Il n'y avait d'ailleurs pas de fœtus. Il n'y avait pas de fœtus sauf les images anatomiques ou de modélisation. Mais c'était quelque chose qui n'était absolument pas connu dans les langages communs. Et ce qui s'est passé, donc il y avait deux événements. Un, il y avait des technologies diverses et variées qui permettent de mesurer et d'évaluer le fœtus au voie de la mère. Il y a des technologies qui sont comme l'amniosynthèse, qu'on peut prélever les cellules fœtales dans les liquides amniotiques de la mère, ou les prélèvements chorioniques, on peut prélever les parties des placentas qui sont fœtales, de faire l'analyse chromosomique des cellules fœtales. On peut évidemment faire l'échographie, et l'échographie aujourd'hui, ce n'est pas les premières photos de bébés. Autant que mignon et ça semble sympathique, ça changeait complètement le but. L'échographie obstétricale a commencé comme une approche qui avait comme but de voir si l'accouchement se passera bien. En gros, c'était quelque chose de surveillance de la santé de la mère, de voir déjà si le fœtus est viable. On commençait par voir s'il n'y a pas d'œufs, s'il ne passait pas une grossesse gemellaire ou multiple, et pour la surveillance des problèmes possibles pour l'accouchement. Mais aujourd'hui, ça passait à quelque chose de très différent, qui est un outil de diagnostic extrêmement raffiné pour voir des malformations fœtales. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, en plus on a passé le diagnostic prénatal a commencé par être proposé uniquement à femmes au risque. Alors, initialement, à des femmes qui avaient des familles où il y avait déjà un enfant atteint d'une malformation, où il y avait une maladie génétique connue. Et à partir de certains moments, mères plus âgées, parce que les femmes à l'époque c'était plus de 40, après plus de 38, après de plus de 35, qui ont un risque plus élevé d'avoir un enfant trisomique ou une autre malformation chromosomique. Bon. Mais on s'adressait initialement à des femmes au risque. Mais à partir des années 90, on a passé des dépistages généralisés au niveau des populations. On a dit graduellement, parce que l'ordonnance sur le dépistage généralisé passait en France qu'en 2008, donc ça c'est relativement nouveau. Et 2008 ou 2009, je ne me souviens plus. Mais bon, c'est récent. Mais on faisait ça inofficiellement avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque femme enceinte en France est invitée de passer des tests de sanguine pour les marqueurs qui peuvent indiquer
un risque plus élevé qu'elle a une enfant trisomique. Si elle a un risque plus élevé, un médecin lui invite de faire une amniosynthèse ou une test pareil pour voir si elle a un enfant trisomique, supposant qu'évidemment que si elle a un enfant atteint d'une malformation, elle va probablement choisir à terminer la grossesse. En plus, il y a les échographies plus tardives qui voient des autres malformations. Comme je vous dis, l'échographie obstétricale est devenue un outil diagnostique extrêmement raffiné des malformations, peut-être de plus en plus fin. Mais attention, avec quand même une nuance, cet outil permet de voir qu'il y a un problème, l'analyse chromosomique et génétique aussi, mais très souvent pas l'amplitude des problèmes. Ça veut dire, encore la trisomie qui est le cas le plus simple. On ne peut pas prévoir quel sera le degré d'atteinte, mais il y a énormément de conditions dans lesquelles on peut dire il y a 20% de chances que ça se passera mal, il y a 40% de chances que ça se passera pas très bien. Il y a souvent c'est le genre 40% de fœtus avec cette façon n'ont aucun problème, 40 supplémentaires ont des petits problèmes et 20% ont des problèmes plus gros. Et puis c'est quand même, qu'est-ce qu'une femme doit décider? Bon, donc ça veut dire que ça crée des dilemmes qui sont vraiment énormes avec des conditions. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile. Alors je pense que ce qui est... Et plus la femme n'a pas le temps, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut dire, oh d'accord, on verra bien. Non, on ne peut pas verra bien, il faut qu'elle décide rapidement si elle continue la grossesse ou non. Donc pour moi, il s'agit d'une véritable révolution de l'attitude envers la grossesse, un changement radical de vécu de ce qui est la grossesse. Mais c'est une révolution qui a passé pratiquement sous silence. Il y a... Ça veut dire, je ne sais pas si, on a vu des débats sans fin sur le clonage humain. Bon, évidemment, on n'a pas de clonage humain aujourd'hui. Il y avait plein de débats sur les diagnostics pré-implantatoires. Comment on sélectionne un fœtus avant l'implantation. Oui, ça existe en France. Je pense qu'il y a plus d'articles sur ce sujet que d'enfants nés avec un diagnostic pré-implantatoire. Les diagnostics prénatals, ça, c'est toutes les femmes enceintes, pratiquement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui touche chaque année à peu près 1 million de femmes en France. Et j'en passe combien dans le monde. C'est une chose qui est devenue très peu visible. Et pour moi, c'est un sujet, peut-être vous pouvez m'aider, mais pour moi, c'est un sujet qui est vraiment difficile. Il y a plein de choses dans cette histoire avec lesquelles je ne suis pas confortable. Je ne suis pas très confortable avec l'attitude qui est en France, qui n'est pas d'ailleurs pas pareil partout. Par exemple, aux Pays-Bas, ça se passe très différemment. Mais en France, les médecins, les gynécologues poussent très fort toutes les femmes à se faire tester. Et la seule raison valable qu'il accepte des femmes de refuser la test, c'est dit mes croyances religieuses interdisent l'avortement. Ça, on comprend, on respecte beaucoup. Alors, les musulmans, les chrétiens, les juifs, je ne sais pas, elles ne veulent pas ça, bien. Mais si elle n'est pas dit mes croyances religieuses interdisent l'avortement, je dis mais je ne vais pas me faire tester, on la traite d'arrière mental quasi ou de quelqu'un qui est irresponsable. Comment, madame, vous ne voulez pas savoir si votre bébé va bien? Bon, voyons. Et puis, donc effectivement, et ça c'est la supposition que sous-tend ça, ça veut dire que s'il y a une malformation, elle va terminer la grossesse. Donc ce sera bien pour elle, ce sera bien pour la famille, ce sera aussi, qu'on ne dit pas beaucoup, ce sera bien pour la collectivité, parce qu'on va quand même, c'est cher. Les enfants avec handicap, notamment lourd, ça coûte cher à la collectivité. Donc mais ça c'est le grand non-dit, personne ne parle. Bon, et alors et moi, ça me gêne d'autant plus que, comme vous savez probablement tous, la France n'est pas vraiment une grande championne des droits des handicapés. Bon, ça suffit d'aller dans le métro pour voir à quel point chez nous, on respecte les problèmes des gens qui ont du handicap. Donc, ok. Donc, cette combinaison n'est pas très aisée, que mes collègues qui me disent qu'il faut éradiquer le handicap, difficile. Mais je ne suis pas très confortable avec l'attitude de certains militants du mouvement des droits des handicapés, qui pensent que chaque interruption médicale de la grossesse pour une condition qui n'est pas incompatible avec la vie, ça c'est de l'eugénisme ou l'extermination des personnes.
comme eux. D'une part, parce que ce n'est pas eux qui s'en occupent. Deux, parce que les militants ne sont pas forcément celles qui sont les plus atteintes. Si on est militant des droits des handicapés, on n'a pas, souvent, n'est pas la personne qui a les plus grandes difficultés de vivre bien. Et je suis assez, donc je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et je suis mal à l'aise avec ce qui est lié avec ces mouvements pour la diversité, les droits des gens d'être différents, qui est une certaine montée de nouveaux maternalismes selon lesquels les femmes vraiment bien sont celles qui sont prêtes à sacrifier leur aspiration personnelle et professionnelle pour se dédier à les soins des enfants handicapés et puis un adulte handicapé. Et je suis d'autant plus mal à l'aise avec ça qu'il se trouve que les pays dans lesquels il y a le plus des oppositions officielles pour les diagnostics prénatals, c'est par exemple l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais ça veut dire que le discours est contre eux. C'est aussi les pays dans lesquels il y a le plus d'opposition pour que les mères de jeunes enfants travaillent et que les femmes sont plus ou moins, femmes bien sont supposées d'arrêter leur activité pour élever leurs enfants. Donc il y a un problème. Bon. Je vais terminer par parlant de quelque chose qui revient de Fleck, qui est le denk collectif. C'est une image, ça c'est une image composée très, très partielle une petite fraction de denk collectif. Et le thème collectif de pensée denk collectif, c'est un terme de Fleck qui a expliqué que dans son livre, que les grands scientifiques qui ont fait de grandes découvertes, c'est un mythe évidemment, parce que toute pensée, c'est une activité collective. Qu'il n'y a pas quelque chose comme la recherche qu'on fait dans son coin, il n'y a même pas quelque chose comme la pensée qu'on fait dans son coin. C'est peut-être parce que, donc, la recherche, c'est quelque chose qu'on fait avec plein de gens. Et c'est peut-être parce que, à cause de ma formation initiale comme chercheuse scientifique, je suis persuadée que ma contribution personnelle n'est qu'un petit élément dans une grande structure collective. Pour cette raison, je n'ai jamais eu d'ambition d'écrire un travail définitif sur un sujet donné. Comme je me relis, je me rends compte souvent de multiples imperfections et failles dans mes recherches, mais je me dis que ce n'est pas très grave comme ça. Parce que mon but, c'est de commencer quelque chose. Et puis des autres chercheurs vont venir et vont faire mieux. Donc en même temps, je suis très conscient à quel point toutes mes recherches sont tributaires du travail des autres. Alors la dernière image, ça c'est une représentation très partielle d'un collectif qui m'a formée. Ce sont les gens qui étaient, pour des raisons diverses et variées, je considère qu'ils étaient importants dans ma formation, qui m'ont apporté des choses, et qui m'ont aidé à penser ce que je pense aujourd'hui. Bon, alors ça c'est une petite partie. Pour des raisons évidentes de place, je n'ai pas mis une autre diapo qui sera énorme de tout ça avec lequel je avais et que je continue à avoir des échanges. Et tout ça avec lesquels je collabore, et tout ça avec lesquels je discute. Et tous les étudiants qui m'ont apporté énormément de choses. Donc j'aimerais dire à ceux membres de mon collectif de pensée qui se trouvent dans cette salle aujourd'hui que mon parcours de recherche, c'est avant tout vous. Merci. Thank you.